Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour ce journal magazine. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de ce 20h dominical, de nouveaux cas de viol, des assassinats à Bouicha et à Nyiragongo dans le Nord Kivu. Les détails dès le début de ce journal. Entrepreneuriat féminin dans l'informel. Le FOGEC donne les critères d'éligibilité au financement. On en parle également dans ce journal. Et puis un seul dossier du journal, la masculinité positive est très mal connue du public congolais. Pourtant, cette approche donne une place de choix à la femme. Ça sera tout pour le sommaire. Mais passons d'abord à l'actualité. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue à documenter les graves violations perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC afin que justice soit faite. Des précisions dans ce communiqué qui retrace les faits commis du 17 au 27 mars 2025. Une lecture de Eric Kabamba. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informent l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs persistent dans les actes de violation de l'intégrité du territoire national, des assassinats, des tortures, viols, pillages, dont les plus récents sont actes d'épuration ethnique avec installation des centaines de familles rwandaises dans les zones sous occupation, précisément dans les chefferies de Baoundé et Bachali, en territoire de Massissi, les chefferies de Bouicha et Bouito, en territoire de Rutshuru et dans la chefferie de Bukumu, en territoire de Nyiragongo. Ces plans criminels est suivi par une occupation illégale des terres des autochtones. 73 cas d'assassinat et exécutions sommaires, 112 cas de torture corporelle et plusieurs disparus, ainsi que des cas de viol et recrutement forcé des jeunes, parmi eux les enfants, dans la période allant du 17 au 27 mars 2025. Poursuite de la mise en place d'une administration parallèle dont la célébration de mariage, nomination des animateurs dans des entités territoriales, la création d'une CADECO parallèle et nomination des animateurs. Et aussi renforcement de militaires rwandais sur les axes Massissi et Walikale, au nord Kivu et Bukavu, Nyangezi, les hauts plateaux des Fizi dans le sud Kivu. La spoliation des immeubles et patrimoine de l'État. Ces faits, cités si haut, qui s'ajoutent à plusieurs autres, constitue une violation flagrante des instruments internationaux comme la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et la résolution 2773/2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue à documenter ces graves violations perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 AFC afin que la justice soit faite. Fait à Kinshasa le 29 mars 2025, communiqué signé Chabani Luko Biango Jacques Men. La paix, rien que la paix pour l'Est du pays. Les chrétiens de Kinshasa, sous l'initiative du pasteur Marcelo Tounassi, ont organisé hier une marche de prière et de paix. Ils ont imploré à cet effet le Tout-Puissant pour une paix durable en République démocratique du Congo. Reportage Aimé Mutombo et Blaise Boko Kiasanza. Avant la marche, tout est né entre les mains du Christ. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Ils ont marché pendant près de 2 heures, de la place de l'échangeur jusqu'au palais du peuple, décor planté, et pour que cette marche de prière et de paix à l'est du pays soit une véritable démonstration de force divine pour que Dieu accorde sa grâce à la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'on comprenne que ceux qui combattent là-bas sont nos propres frères. Alors j'aimerais dire à tous les militaires que c'est une affaire de l'État. Ce que j'aimerais dire aux autorités, c'est que servir Dieu, c'est aussi servir sa nation. C'est possible de... Oui, c'est possible de voir la RDC retrouver la paix. C'est encore possible de voir Dieu confondre tous ceux qui déstabilisent le pays. Et le fait dévorateur descendra sur les uns et les autres, car il n'y a pas de critère pour aimer son pays. Les nôtres s'appellent République démocratique du Congo, un pays béni par Dieu.
Le front spirituel s'en mêle et n'en déplaise à tous ceux qui seront rattrapés par la vérité divine. Pasteur Maslow Thomassi n'a pas mieux trouvé que de dire « Merci pour votre mobilisation. Vous avez prouvé que nous sommes avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui ne sont pas oubliés, qui ne sont pas abandonnés, et que nous sommes une seule nation. » Et si ce genre de marche s'organisait sur l'ensemble du territoire national, rien n'est impossible à celui qui croit, dit-on. Journée porte ouverte de sensibilisation des élèves sur le patriotisme. Les bleus et blancs des frères maristes des écoles de Ngaliema ont dénoncé les méfaits de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était hier au complexe scolaire Marcelin Mobateli à Binza Delvaux. Un reportage de Rekin Zoussi. L'hymne national exécuté par la fanfare des forces armées de la RDC. Toute la solennité assortie de la journée porte ouverte des sensibilisations samedi des élèves sur le patriotisme et la citoyenneté face à la guerre d'agression, privant ainsi les enfants des territoires occupés de leurs droits à l'éducation et à la scolarité. Pourtant, l'éducation est une arme la plus puissante que toutes les autres, a déclamé le président des élèves dans son poème. J'accuse ceux qui font la guerre car ils laissent des traces indélébiles. J'accuse ceux qui alimentent des guerres car ils sèment la haine, détruisent des pays de nos aïeux. L'initiative est des responsables du complexe scolaire Marcelin Mobateli, à travers les frères maristes des écoles en Ngaliema, ayant pris à bras-le-corps la campagne congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Souminois. Nous répondons à l'appel pour que nos élèves puissent avoir en eux le sens du patriotisme et l'amour de la nation. Les autorités municipales d'Ngaliema représentées, les invités venus des différents horizons et les parents d'élèves ont passé un week-end riche, à marge des exposés, des poésies rythmées au thème avec la participation des étudiants de l'Université pédagogique nationale. C'était avant la présentation des produits chimiques et biologiques ainsi que d'autres projets entrepreneuriaux, fruits de cet établissement, ponctués d'explications laconiques des encadreurs. Enfin, s'en est suivi l'exhibition de la gymnastique rythmique, un défilé imposant. Des élèves, des groupes de compétiteurs, des enseignants, encadreurs et parents d'élèves. C'est pour marquer d'un cachet spécial cette journée. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga séjourne depuis hier à Bandundouville dans la province du Kwilu. Il est allé suivre de près les élections sénatoriales et des gouverneurs prévues le 2 avril prochain. C'est un reportage de Willy Atunakov. C'est ce samedi 29 mars, sous le coup de 12h40, en heure locale, que le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Moukandou, en sa qualité de grand leader et notable de la province du Kwilu et de l'un des candidats parmi 60 challengers à l'élection sénatoriale du 2 avril prochain, ici dans la circonscription électorale de Bandundouville, où il a eu droit à un accueil très chaleureux de la part de la population en liesse en général et plus particulièrement des cadres, militants et sympathisants de tous les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, la grande famille politique qui soutient les actions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir reçu les salutations des autorités politico-administratives provinciales avec à leur tête le gouverneur intérimaire Félicien Kiwai et urbaine des députés provinciaux et ministres provinciaux ainsi que d'autres notables, Maître Didier Mazenga Moukandou, on appelle ici affectueusement l'homme de Kisalo Nantwala, Kutubananima, entendait l'homme des résultats palpables avant tout discours, était contraint d'effectuer, noyé dans un bain de foule, une marche sur une distance de plus de 2 km allant de l'aéroport jusque devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale sur l'avenue Kassai, où il a appelé tous les 16 candidats gouverneurs à l'unité
appeler à la cohésion et au fair play pour trouver ensemble un éventuel consensus pour une candidature unique au gouvernorat du Kwilu. Et c'est pour le bien-être de la population kwiloise et l'affermissement de la cohésion nationale au sein de la majorité présidentielle. J'aimerais ici rappeler que si les élections de Massimanimba a été organisées, c'est grâce à la volonté exprimée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à chaque fois était déterminé pour que les institutions provinciales du Kwilu soient installées. Je suivais de près moi-même auprès des responsables des institutions en général et auprès de la CENI pour que les élections soient organisées. Dans la suite du ministre Didier Mazenga Mokanzu, l'on a noté la présence de plusieurs députés nationaux du Palou élus des différentes circonscriptions électorales du Kwilu et des circonscriptions de Chikapa, de Luebo et de Kinshasa, ainsi que quelques hauts cadres de cette vieille formation politique de masse chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fongi d'heureuse mémoire, dont l'ancien secrétaire permanent Robert Ngambi. Le Kwilu pour le Lualaba, où l'inspecteur général des finances poursuit son séjour. Avec à ses côtés la ministre de la Jeunesse, Jules Alinguete, a inspecté les ouvrages en chantier dans la ville de Kolwezi. C'est un reportage de Cédric Kenina et Siande Emaka. Kolwezi, une ville qui se métamorphose à une vitesse vertigineuse. Les bâtiments administratifs de la régie provinciale de recettes, bijoux dont les travaux ont atteint 95%. Le boulevard Lumumba à la jonction avec la place de l'Indépendance. Route construite dans les règles de l'art. L'hôpital de Mouangiji, des bâtiments modernes sortis des terres. Ici, les travaux ont atteint 75%. De quoi recevoir les encouragements de l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete. Tout ce que nous pouvons dire, nous encourageons l'autorité provinciale, plus particulièrement de la un travail de qualité, un travail de développement. Dans le lot, l'université de Kolwezi et la clinique universitaire, les sièges de la CENI, l'échangeur de Kolwezi, des ouvrages construits tenant compte du rapport qualité-prix. Pour les bâtiments administratifs, nous avions constaté qu'aucun bâtiment n'a été construit à un coût au mètre carré au-delà des $1,100. Donc la moyenne, on est autour des $1,000 au mètre carré, des $900 au mètre carré, avec le même matériel que nous avons à Kinshasa. Donc c'est vraiment à féliciter. On sent qu'il n'y a pas de surfacturation dans ce qui s'est fait. Et les routes que nous avions visitées, nous nous sommes entretenus avec les entrepreneurs. Nous sommes dans une moyenne de 900 $1,000 à $1 million par kilomètre construit. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Le Lualaba, un exemple de la gestion orthodoxe de la chose publique. Un mode de gestion implémenté par la gouverneure Fifi Masuka Saini, calqué sur une vision, celle d'un homme d'État, Félix Antoine Tshisekedi. La 5e édition du Forum international des journalistes africains sur la dette publique et la désinformation numérique a vécu depuis le mardi dernier à Johannesburg en Afrique du Sud. Objectif, renforcer les capacités des professionnels des médias sur des questions liées à la dette publique. C'est un commentaire de Renette Koulonga. Comprendre pour mieux expliquer à Johannesburg, des journalistes venus de 31 pays africains se forment pour décrypter la crise de la dette et mieux informer le public sur ces enjeux. Dès l'ouverture des travaux, Janson Rosario, directeur exécutif du Forum et Réseau africain sur la dette et le développement, plante le décor. Plus de la moitié des pays africains sont en détresse ou à haut risque d'endettement. Pendant ces temps, les ressources publiques servent davantage à rembourser la dette qu'à financer les services essentiels. Comment rendre ces sujets accessibles au grand public? Quels outils pour enquêter et analyser? Autant de questions au cœur de cette formation. Parmi les thèmes abordés, la mobilisation des ressources internes, l'impact des dettes illégitimes sur les populations
et l'urgence d'une réforme de l'architecture financière mondiale. À travers débats et exercices pratiques, Afrodad veut faire des journalistes des acteurs du changement. Sensibiliser, enquêter, dénoncer. Leur mission, porter la voix de l'Afrique dans les discussions sur la finance mondiale. Une formation essentielle pour renforcer le rôle des médias dans la lutte contre la dette, insoutenable et promouvoir une Afrique économiquement souveraine. Le Forum et Réseau africain sur la dette et le développement, une structure panafricaine qui œuvre pour la justice économique en Afrique. Ouverture qui marque le début d'un nouveau chapitre pour une Afrique décidée à reprendre le contrôle de son destin économique. Le président de la République a reçu en semaine le speaker du Sénat, Michel Sama-Lukonde, est venu faire le rapport de sa tournée européenne. Et puis Félix Antoine Tshisekedi a aussi pris part en visioconférence au deuxième sommet conjoint de la SADC. C'est dans ce cadre que quelques anciens présidents africains ont été désignés facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. La semaine du président avec Pierre Kibambé, Somoïsa. Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Galema Motlante, Catherine Samba et Sahle Work Zewde, tous anciens présidents respectivement du Nigeria, Kenya, d'Afrique du Sud, de la République centrafricaine et de l'Éthiopie, ont été désignés facilitateurs dans la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo dans la partie est du pays en proie à l'agression du Rwanda et de ses supplétifs AFC M23. C'était au cours du deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette rencontre par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Pour le chef de l'État, il est impératif que tous les engagements qui avaient été pris et ceux issus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soient pleinement mis en œuvre, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, vérifiable et durable de toutes les forces étrangères du territoire de la RDC. Reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a présenté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'objet de sa mission en France et en Belgique où il devait rencontrer ses homologues français et belges pour évoquer les questions sécuritaires dans l'est du pays. Une occasion, a-t-il souligné, de faire aussi le suivi de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi fait le rapport de sa dernière itinérance dans le Grand Katanga où il a sensibilisé la population sur la question de la cohésion et l'unité nationale face à la guerre d'agression. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, les membres du gouvernement ont procédé à une évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique au pays. Ils ont aussi débattu de plusieurs autres questions telles qu'annoncées dans le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La masculinité positive sera célébrée demain 31 mars pour la toute première fois en République démocratique du Congo. Ce concept est méconnu du public congolais. Pourtant, cette approche fait que les hommes accordent beaucoup plus d'espace à la femme. Et en RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est champion de la masculinité positive pour les efforts consentis dans la promotion de la femme congolaise. Les détails dans ce dossier, l'unique dossier du journal de Lucie Lavie-Chisenda. C'est un mot que j'entends pas si souvent. On entend parler encore aujourd'hui, mais ça m'est un peu étranger. Non, pas vraiment. Non, c'est la première fois. Mais c'est la toute première fois d'entendre parler de la masculinité positive. Donc quand je vois ces mots, ça peut cadrer comme la parité
Que signifie alors la masculinité positive, ce concept peu connu ou peu familier du public? La masculinité positive, c'est l'ensemble des caractéristiques de comportements propres aux hommes qui favorisent ou défendent le droit des femmes. Masculinité positive, c'est fait une approche pour permettre à ce que des inégalités qui ont été perçues dans la société depuis et qui le plus souvent, les hommes sont considérés comme étant les auteurs de ces inégalités, alors l'approche vient plutôt corriger en se disant l'homme et la femme ont tous des droits. Les hommes et les garçons sont invités donc, en mobilisant ces qualités, à s'engager en faveur de l'égalité entre les genres. La promotion d'une masculinité positive est un facteur clé dans l'égalité des sexes. Parce que l'homme reste et demeure le partenaire de la femme. Il n'y a pas un monde pour les hommes, un monde pour les femmes. Et donc, parlons de la masculinité positive lorsque nous avons affaire à des hommes qui accordent de l'espace aux femmes, que ce soit dans les domaines politiques, au niveau monde professionnel, à l'éducation, ainsi de suite. Donc, la masculinité positive, on la qualifie de positive parce qu'elle n'est pas hégémonique, elle n'est pas écrasante. Ceux qui militent pour cette promotion sont appelés champions de la masculinité positive. Le cas du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez qu'il a été président d'abord de l'Union africaine et donc ils ont vu ce qu'il a fait. Il y a eu une conférence ici, c'était en 2021, avec une conférence des chefs d'État et des gouvernements qui sont venus en République démocratique du Congo sur cette question-là de la masculinité positive. Et donc c'est à ce moment-là que lui a été désigné par ses pairs comme champion parce qu'ils ont vu les efforts. Il y a des efforts énormes qui ont été faits dans ce pays depuis que le président de la République est au pouvoir. Vous l'aviez dit vous-même, on a commencé par 11%. Donc ça veut dire qu'avant il y avait même moins que ça. Donc de 11%, on est arrivé à 30% aujourd'hui. Là, c'est dans les institutions. Et c'est même ça aussi, l'égalité des chances, c'est même ça qu'on appelle parité. Donc aujourd'hui, c'est pas un secret, donc on commence par elle parce que je pense que c'est la plus précédente. Même c'est nouveau et que ça avait commencé plus tôt. On a une première ministre, donc c'est une première dans l'histoire de notre pays. Mais bien avant Mme Judith Souminois, le président de la République, dès qu'il accédait au pouvoir, il commence par son cabinet. Donc on avait deux femmes qui étaient directrices adjointes de cabinet, ou on avait une femme directrice adjointe de cabinet. On avait des femmes qui étaient conseillères spéciales, une première femme porte-parole, ça aussi c'était nouveau au sein du cabinet. Je me rappelle en tout cas à l'époque, quand il y avait des discussions pour former le premier gouvernement, quand les parties prenantes envoyaient des listes, moi je me souviens qu'ils renvoyaient les listes pour dire « je veux plus des femmes ». Renvoyez vos listes, mettez-y les femmes, mettez-y les jeunes. La Suède, un pays modèle de la masculinité positive, soutient l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la valorisation de la femme. En tant que la Suède, notre expérience nous montre que le rôle des hommes dans la promotion de l'égalité de genre est essentiel pour un changement durable. Alors je note que l'initiative de la RDC s'inscrit dans une dynamique mondiale qui encourage les hommes à devenir des alliés, des acteurs de progrès en matière d'égalité. Nous saluons donc ces efforts et sommes prêts à partager l'expérience suédoise ainsi qu'à soutenir la RDC dans ce cheminement. Depuis plus de 10 ans, la Suède soutient les initiatives de promotion de la masculinité positive. Parmi les objectifs de ce projet figure la promotion des opportunités pour les femmes de prendre la place qui leur revient dans la vie politique, communautaire et commerciale. Le 31 mars marquera désormais la journée de la masculinité positive en RDC. Pourquoi toute une journée à cette cause? Aujourd'hui, à l'Union africaine, quand vous y allez, dès qu'on parle de la masculinité positive, tout le monde voit la RDC, tout le monde voit le président Félix Tshisekedi. Et donc nous, on s'est dit, on prend le lead dans ce pays-ci, on propose cette journée-là. Ce serait une journée, je pense, pour sensibiliser. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes, il y a encore beaucoup de sexisme dans nos pays. S'il y a cette journée, et que cette journée va faire réfléchir les gens, comme il y a la journée du 8 mars, et bien on espère que ça va s'étendre dans d'autres pays africains, comme il a été sacré champion. Pour nos jeunes garçons, il faut qu'ils comprennent que chaque homme, au fond, a forcément une femme, chaque homme a forcément une mère, une sœur. Et donc, quand vous aimez votre mère, quand vous aimez votre sœur, quand
votre fille, dont tout le monde a envie de voir sa fille aller de l'avant, faire des bonnes études, avoir une chance dans la société. La cellule technique de la masculinité positive est donc invitée à sensibiliser les Congolaises et Congolais sur l'approche de la masculinité positive. Sur ce plateau, le directeur général du FONAREV, il s'agit de M. Patrick Fata. Bonsoir M. Patrick. Bonsoir Madame. Monsieur le DG, vous êtes ici sur notre plateau pour parler de la table ronde que vous co-organisez, que FONAREV co-organise demain avec Siavar sur l'appropriation collective du génocoste. Alors, quelle est la motivation de l'organisation de cette table ronde et pourquoi maintenant seulement? Merci beaucoup Madame. Ça fait plus de 30 ans que notre pays est soumis à diverses violations de droits de l'homme, des massacres, des viols systématiques, des enlèvements et autres. Et il est important qu'avant de commencer à demander la reconnaissance au niveau international, que nous, en tant que peuple, on s'approprie la question du génocide pour mieux justement plaider cette cause au niveau international et faire reconnaître ce qui se passe en RDC depuis des années. Et justement, par rapport à cette reconnaissance, disons, l'intérêt ou l'objectif ou la mission qui a poussé à organiser cette table ronde, c'est notamment pousser la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union africaine et même la CPI à la reconnaissance de ce génocide congolais. Mais quelles sont les stratégies que FONAREV met en place justement pour atteindre cet objectif aujourd'hui? Oui madame, il sera question pendant la table ronde d'apporter des faits, au-delà d'un simple discours, au-delà d'un simple concept du génocide, mais d'y raconter une véritable histoire, de démontrer ce qui s'est passé en RDC, d'y apporter des preuves et un argumentaire qui permettra justement au niveau international de reconnaître le drame que subit notre pays depuis plus de 30 ans. Oui, il faudra qu'on reconnaisse les drames, mais sur terrain, il y a la documentation à faire. Est-ce que FONAREV arrive à documenter tout ce qui se passe, notamment par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays? Cela fait partie de nos missions. Nous avons en tant que FONAREV 3 missions principales qui commencent par l'identification des victimes, ensuite l'aide à l'accès à la justice de ces mêmes victimes et ensuite pour terminer la réparation. Évidemment, dans le processus d'identification et d'aide d'accès à la justice, il y a un grand travail de documentation qui est fait pour que nous puissions savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, où nous récoltons les témoignages des victimes, mais pas que, mais aussi de toutes les personnes qui ont été témoins de toutes ces atrocités, qui nous permettent d'avoir aujourd'hui des éléments solides pour accompagner ce discours. Oui, monsieur le DG, de ces assises sortiront sans nul doute des recommandations ou des grandes décisions. Alors, l'après-table ronde, qu'est-ce qui se passera? Oui, la table ronde est une première étape à ce processus de reconnaissance internationale et d'appropriation nationale du génocide. Après la table ronde, plusieurs actions sont prévues, dont un colloque international qui aura lieu au mois de juillet, juste avant la journée nationale de commémoration du génocide. Ça sera ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Les dates seront annoncées après la table ronde. Après donc ce colloque-là et la journée de commémoration, nous allons continuer avec plusieurs autres actions de plaidoyer qui nous permettront d'être visibles et de porter la voix de la RDC au niveau international. Oui, monsieur le DG, la table ronde c'est déjà demain. Quel est le message que vous avez à dire aux participants et pourquoi pas au peuple congolais? Alors, comme le dit le thème, il s'agit ici de l'appropriation d'abord de nous-mêmes Congolais, de la question du génocide, de ce qui s'est passé en RDC et de ce qui continue à se passer encore même aujourd'hui. Il est important que, en tant que Congolais d'abord, que nous soyons attentifs aux travaux qui vont commencer demain, qui vont se poursuivre ensuite sur 3 jours, pour que nous fassions de la douleur de toutes ces victimes, de ces millions de victimes, une douleur qui est la nôtre, qui est de chaque Congolais, pour nous permettre demain de mieux porter cette question et de faire reconnaître ce qui se passe en RDC au niveau international. Merci beaucoup, monsieur le DG. Je rappelle qu'on recevait là le DG du FONAREV, monsieur Patrick Fata. Merci beaucoup et je pense qu'on aura encore le temps pour une émission beaucoup plus élaborée pour en parler davantage. Merci madame, ça sera avec plaisir.
L'actualité, c'est aussi cette rencontre des chefs des confessions religieuses de la RDC avec le Premier ministre honoraire Augustin Matata Pognon. Leur démarche s'inscrit dans le cadre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Rodé Panda. Cette rencontre des chefs de confession religieuse avec l'ancien Premier ministre et président du parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le développement LGD, Matata Pognon Mapon, s'inscrit dans le cadre du projet lancé dernièrement à Kinshasa dénommé Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en RDC, pilotée par la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME. Elle poursuit un objectif, celui de contribuer au retour d'une paix durable et la consolidation de la cohésion nationale à travers une dynamique interne en cette période de crise sécuritaire dans l'est de la RDC causée par l'agression rwandaise. Pour cette première étape, les pères spirituels ont eu à échanger avec Matata Pognon, entouré de ces quelques hauts cadres de son parti politique autour de leur initiative. Ils sont porteurs d'un projet, d'une initiative qui se propose de travailler sur le volet de l'édification de la réconciliation nationale également. C'est une initiative dense que nous nous sommes promus de mûrir et sur laquelle nous avons convenu de nous rencontrer encore pour l'approfondir et pour convenir des choses concrètes qui devront être faites à l'avenir. Au bout de plus d'une heure des échanges avec leur interlocuteur, l'ancien Premier ministre, les pères spirituels. Nous avons trouvé une oreille attentive. Tous, nous sommes en train de réfléchir la paix. La plateforme des confessions religieuses, nous prions pour la paix, pour que la guerre cesse et que les territoires occupés soient libérés. Les deux partis ont émis le vœu de se revoir prochainement afin d'apporter encore plus d'édification à cette démarche. Le secteur informel occupe une place de choix dans l'économie congolaise. Nos reporters ont suivi une entrepreneur qui produit et fournit des samoussas et croquettes aux petits détaillants dans la ville de Kinshasa, mais seulement l'accès au financement pose problème. Le FOGEC donne les critères d'éligibilité justement au financement pour le secteur informel. C'est un reportage de Luzen Sakala et José Dimonekene. C'est une activité florissante dans l'informel avec un impact réel sur la vie de la société congolaise. J'ai produit les samoussas et les croquettes appelées gratana. Cette activité me permet de subvenir aux besoins de toute ma famille. C'est ici que toute l'activité se concentre. Le besoin est réel, mais pour ce faire, il faut un soutien financier. Je demande aux autorités du pays de me venir en aide financièrement pour accroître mon commerce et contribuer ainsi à la création d'emplois. Je suis veuve et parmi mon personnel, il y a des élèves et des pères de famille. Qu'en est-il des structures chargées d'encourager la production locale? Que nous ne fermons pas la porte à l'informel. Nous sommes conscients que beaucoup d'entrepreneurs travaillent vraiment d'arrache-pied, mais sans peut-être décourager du fait de ce qui se passe au pays, ou soit n'ont peut-être pas l'opportunité. À ces personnes, nous leur ouvrons également la porte. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'informel, du moment que je dis par exemple qui remplissent, ils sont congolais, ils ont une activité lucrative, ils sont dans les activités que nous avons énumérées, ils peuvent venir au niveau du FOGEC. Nous faisons un effort de les accompagner jusqu'au moment où ils doivent être formalisés. Les portes du FOGEC sont totalement ouvertes. Il vous suffira cependant de pouvoir justifier cela par un document sur place. Au regard de l'intensité du flux financier qui circule en ces lieux et dans beaucoup d'autres de semblables, l'État congolais gagnera en formalisant cette activité. La clôture du mois de mars au ministère de l'Intérieur et Sécurité a été marquée par des échanges et des réflexions sur l'apport de la femme pour le retour de la paix dans l'est du pays. La cérémonie présidée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela. Cette cérémonie qui s'est également voulu un cadre de partage d'expérience a permis à la commissaire divisionnaire et présidente du réseau des femmes de la police nationale congolaise, Virginie Amatou, à entretenir l'assistance sur le rôle qu'elle doit jouer dans la sécurité nationale selon la résolution 1325 des Nations Unies. Cette femme officier supérieure a insisté sur la participation de la femme congolaise dans la guerre médiatique et la désinformation pendant cette période de guerre.
Cette résolution veut que la femme soit au centre de la sécurité, qu'elle soit bénéficiaire de la sécurité, mais elle-même aussi doit être actrice de la sécurité. Dans un contexte où la République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression avec l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans quelques localités et villes, dans sa partie est, Eugénie Tchelae, vice-ministre de l'Intérieur, appelle la femme congolaise à jouer son rôle participatif dans la lutte contre l'insécurité avec la mise en œuvre de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité qui impliquent la participation dans la gestion de la sécurité. Je vous invite donc à être des pionnières dans cette nouvelle approche axée sur la gouvernance sécuritaire de proximité par la sécurité est désormais l'affaire de tous. Les femmes du ministère de l'Intérieur et Sécurité sont appelées à unir les efforts pour l'amélioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Sensibilisation sur les droits de la femme, la campagne Moisi congolaise et vente d'épargne du mois de mars se poursuit avec le groupe Salure. C'est un reportage de Eurydice Kitutu. En ce mois de mars 2025 qui touche à sa fin, une connotation particulière émerge, marquée d'une part par la recrudescence des victimes dans l'est de la République démocratique du Congo et d'autre part par un souffle de solidarité initié par Objectif Groupe en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. Ce souffle de solidarité se concrétise à travers le projet Moisi congolaise qui propose la vente des wax officiels du mois de la femme pour chaque pagne vendue au prix unitaire de 15 $, 1 $ est reversé pour soutenir les familles des FRDC tombées au front ainsi que les victimes des violences à l'est du pays. L'union fait la force. Toutes les mamans de la République démocratique du Congo, nous faisons encore une fois appel à vous. N'oublions pas, un panier acheté est un hommage, un panier acheté est un engagement. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, vous trouverez ce panier. Nous le faisons dans la transparence absolue. Likamboya Mabele, il s'agit du Congo, il s'agit de notre pays, la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, se procurer le wax officiel du mois de la femme, c'est concrètement investir dans l'histoire. Nous continuons avec cette campagne jusqu'au 31 mars. Offrons ce que nous pouvons, que chacun de nous joue sa partition. Agissons pour le Congo, agissons pour la nation. Le pagne officiel du mois de la femme, allez vite au ministère du Genre, Famille et Enfants et vous trouverez ce pagne à 15 $ américains. Chaque pagne arbore la phrase emblématique, la congolaise au centre de toutes les ambitions. Un rappel puissant que chaque action compte et que la femme congolaise est le pilier de la société. 31 mars, journée de la masculinité positive et la clôture des activités et entrées au mois de la femme le 7 avril prochain. Un engagement fort pour le leadership féminin et le mentorat. Une conférence a été organisée hier au Centre culturel de Kinshasa par les femmes leaders. D'autres détails avec Yolande Voka. Ces femmes réunies au Centre culturel de Kinshasa sont toutes visionnaires et engagées à partager leur parcours pour engager l'audace, l'innovation et surtout le leadership féminin. L'édition 2025 de TEDx Kinshasa, placée sous le thème « Quand les femmes inspirent et en parlent », a été marquée par un engagement fort pour le leadership féminin et les mentorats. Parmi les principales oratrices, Madame Pamela Ilunga, directrice générale adjointe de Vodacom Congo, a livré une allocution émouvante et inspirante axée sur 3 verbes, oser, innover et inspirer. Elle a notamment insisté sur le rôle fondamental du mentorat dans la formation de la jeunesse et la promotion du leadership féminin. Il faut oser, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on ne peut pas faire, mais plutôt se concentrer sur ce qu'on peut faire, de bien s'entourer, d'avoir des alliés qui peuvent vous emmener au next level, comme on dit en anglais. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir ce qu'il faut faire pour y arriver, il faut toujours foncer. Et dire non, c'est une façon de s'affirmer et de s'imposer, et je pense que c'est très important pour les jeunes filles de comprendre ça. Non est une phrase complète. Le soutien à cet événement à travers un sponsoring se justifie par la conviction de Vodacom Congo de considérer que l'impact du mentorat
ne réside pas uniquement dans la transmission du savoir-faire, mais dans l'inspiration que cela suscite pour les femmes à prendre le règne du changement. La société pétrolière Kobil SA est allée au chevet des militaires blessés de guerre internés à l'hôpital du camp Tchachi. C'était une forte délégation des femmes de cette entreprise accompagnée de leur DGA. À l'occasion de la clôture du mois de mars, les femmes de notre communauté ont brillamment répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir nos vaillants militaires. Lors d'une cérémonie touchante à l'hôpital militaire Colonel Tchachi, elles leur ont remis un lot important de médicaments, témoignant ainsi leur solidarité et leur engagement envers ceux qui servent la nation. Cette initiative a rêvé d'une importance particulière dans le contexte actuel où le bien-être de nos militaires et de leurs familles est primordial. Madame Stella Malou, à la tête de la délégation de femmes de Kobil, ont offert le médicament qui contribueront à améliorer la qualité de soins dispensés aux patients et à renforcer le moral de nos soldats qui sacrifient tant pour la sécurité de notre pays. Madame Stella Malou, directeur général adjointe des Kobil et les femmes par leur implication active illustre non seulement leur détermination à soutenir les forces armées de la RDC, mais aussi leur capacité à jouer un rôle clé dans le développement social. En marge de la clôture des mois des droits de la femme, nous, femmes de Kobil, on nous sommes dit on ne va pas rester à la maison. On ne va pas s'enjaillir comme à l'accoutumée. On va visiter nos vaillants militaires. Dans notre judiciaire, nous avons des produits que nous avons apportés pouvant faciliter leur traitement ici à l'hôpital. Les femmes de Kobil sont aujourd'hui à l'hôpital Kanchachi pour saluer les bravures de nos vaillants militaires et les compatriotes Wazalendo qui se battent au front pour l'intégrité de notre pays. Leur action s'inscrit parfaitement dans la vision de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui valorise la solidarité et l'entraide. Le médecin directeur adjoint de l'hôpital, le colonel Tchachi, colonel Amissi, qui a réceptionné ces lots, a vivement remercié les femmes pour ce geste combien louable. Ensemble, elles montrent que chaque geste compte et que l'union fait la force. Ces moments symboliques, la reconnaissance de l'importance de chaque citoyen dans le soutien de nos héros nationaux, saluer ces femmes courageuses et dévouées qui, par leur action, inspirent un élan de solidarité et d'espoir dans notre société. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, en appui avec ses partenaires techniques et financiers, ont organisé hier une conférence débat, thème choisi, entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives. C'est un reportage de Pati Tondouang Kizunda. Sensibiliser les futurs cadres sur les défis et les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour un accès inclusif des femmes et des jeunes dans les secteurs économiques. Tel est l'objectif de cette conférence débat organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui de ses partenaires. Divers sous-thèmes ont été abordés en panel, question de sensibiliser ces potentiels entrepreneurs. Il a été noté que malgré les défis liés à la situation socio-économique du pays, les perspectives d'avenir restent meilleures pour l'entrepreneuriat féminin. Le gouvernement congolais a un rôle important à jouer, entre autres dans la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et dans la promotion de la culture de l'innovation, a renchéri Madame Esther Kamwanya, secrétaire générale, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette conférence, parmi lesquelles la directrice générale de l'ISP et la secrétaire générale à la jeunesse. Ni jamais abandonné, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient d'être publié et c'était sur le fonds baptismaux du pasteur Grace Chibambe, un commentaire de Liondo. Plus de 150 veuves de la commune de la Kenya se sont rassemblées dans la commune qui porte le même nom à Lubumbashi. Ces femmes ont retrouvé le sourire après des moments intenses de prière et d'exhortation par le pasteur Huguette Moutonde Kambol sur l'auto-prise en charge. Des pagnes leur ont été remis à cet effet. Dans un autre décor, un nouveau-né qui a été présenté. Ce livre intitulé « N'abandonnez jamais » du
du pasteur Huguette Moutonde a été portée sur les fonds baptismaux par le pasteur Gustave Chibambe de l'église de la Grâce Lubumbashi après l'intervention d'éminents serviteurs de Dieu. L'autrice de cette œuvre, le pasteur Huguette partage son histoire marquée par les épreuves, les combats et les oppositions. Cet ouvrage se présente comme un appel à la détermination, s'adressant à toutes les personnes confrontées à des défis de mariage ou des couples, des familles ou des ministères pastoraux. Ce livre constitue donc une interpellation à embrasser une vie de bravoure en dépit des circonstances difficiles. Un communiqué avant de boucler ce journal, la Régie des eaux SA, Direction générale régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés des parties ouest et sud-ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de Lukaya est en arrêt depuis hier samedi 29 mars suite à une fuite survenue sur la conduite DN 600 sur la route Kimwenza. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après: Kimbondo, Sebo, Cité Verte, Cité Mama Mobutu, Cité Pumbu, Dumez, Matadi Mayo, Matadi Kibala, Kambadiadingi, Masangambila, Monkole, Mongafula, commune et Ngafani. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et les rassure qu'une équipe est à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte fait à Kinshasa le 30 mars 2025. C'est signé le directeur régional de Kinshasa-Ouest, l'ingénieur Matundu Paka. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au nom de la grande équipe coordonnée par Fifi Mukundi, je vous dis merci surtout de votre attention soutenue. Yolande Voka l'a réalisé, Diane Balaka et Luzen Tsakala ont contribué à la rédaction. L'équipe du dimanche vous fixe rendez-vous le dimanche prochain pour les éditions magazines. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à toutes et à tous.